Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire des éditions Mémo consacré à Gaïa Wiśniewski. Tout d'abord, je voulais attirer votre attention sur ce lieu magnifique qui nous accueille aujourd'hui, à savoir la bibliothèque Libre Cours de Vertou, qui accueille en ce moment même l'exposition Les Saisons de Schnorka. Exposition qui a été créée, imaginée l'année dernière par et avec les médiathèques de la ville de Nantes, voilà, qui avaient très envie de travailler autour de l'univers de Gaïa et qui ont fait appel à Mémo pour concevoir toute une exposition autour de Schnorka et de sa bande d'amis. Exposition d'ailleurs qui est amenée à tourner dans toutes les bibliothèques et puis dans tous les espaces d'exposition qui souhaitent l'accueillir. Eh bien, je vous invite maintenant à monter à bord du traîneau de Schnorka en compagnie de Gaïa Wiśniewski et de son éditrice Caroline Lascaux. Bon voyage. Bonjour Gaïa. Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de ta série Schnorka. Le 4e tome est sorti cet automne, début octobre, le Noël de Schnorka, et il clôt normalement un cycle. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter, nous raconter qui tu es, d'où tu viens et comment tu es venue au dessin? Oui, donc je m'appelle Gaïa Wiśniewski. Je suis belge avec des origines polonaises. Après, j'ai 2 parents artistes, donc ça m'a un peu facilité. Je le dis souvent aux enfants qui me demandent depuis quand je dessine et tout ça. Bien sûr, j'ai été baignée dans un univers artistique. J'ai toujours aimé faire des petits livres. Mon papa a encore gardé des petits livres. Après, le texte, ça a toujours été plus compliqué pour moi. Donc, c'est beaucoup les images qui me venaient en premier. J'ai fait des études artistiques à Bruxelles au lycée artistique et puis j'ai fait des études supérieures, 3 ans d'illustration. Et quand je suis sortie de l'école, je ne savais pas faire de livres. Je savais faire des très belles images, mais faire tout un livre, ça me semblait pas possible. Et puis il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de choses dans mon chemin, des rencontres, et j'ai un jour rencontré Johanna Conseco, qui est illustratrice et qui m'a dit de d'abord peut-être commencer par les illustrations. Et je me suis dit, bah, ça peut être une manière de faire et au fond, ça me convient très très bien. Et donc, il y a 8 ans maintenant, j'ai commencé à travailler dans ce que j'aime, les livres jeunesse. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels livres t'ont particulièrement marqué quand tu étais enfant, peut-être quand tu étais adulte, s'il y a des auteurs qui t'inspirent, des façons de raconter les histoires, des images qui t'ont touché? Alors, durant l'enfance, il y a eu pas mal de lectures. Il y a eu, je me souviens que ma mère nous lisait Bilbo le Hobbit. Il n'y avait pas d'image. Donc, on était dans le divan à regarder comme ça. Et j'avais du mal à imaginer quand même. C'était très long. Mais elle, ça la tenait à cœur de nous le lire. Après, dans certains livres, mes parents parlent allemand et il y avait un livre. Et c'est drôle, dernièrement, elle me l'a ressorti. Quand Schnorka est sorti, elle m'a dit, c'est drôle, ça fait penser au livre que je te lisais petite, avec c'était une petite souris magique. Et elle m'a montré la couverture et c'était très très similaire. Donc je me suis dit effectivement, les images qu'on voit enfant, ça nous nourrit. Après, il y a tous les livres de Béatrix Potter. Donc là, j'en parle souvent dans les rencontres scolaires aux enfants. J'essaie de leur faire deviner et je leur dis c'est un petit lapin avec une jaquette bleue et ils le savent tout de suite qui c'est. Et bah, moi, j'adorais tous les livres de Béatrix Potter. Et puis, il y a aussi Richard Scarry. Donc Richard Scarry, son univers incroyable. Et je m'étais dit petite que si un adulte pouvait dessiner comme ça, ben, c'était ça que je voulais faire parce qu'il y a une telle fantaisie et un petit grain de folie quand même, autant dans ses écrits que dans ses dessins. Voilà, donc tout ça m'a accompagnée. Après, je suis restée longtemps dans des albums. La lecture, j'aime bien qu'on me fasse la lecture. Voilà, j'ai du mal à faire à moi lire, mais qu'on me raconte des histoires, oui. Alors, chez Mémo, on t'a rencontré en 2018, au détour d'un mail, je crois, pour ton bison. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce premier livre jeunesse et cette rencontre? Oui.
Donc, après la rencontre déjà avec Johanna Consejo, je suis rentrée à mon atelier et je me suis dit, bon, je vais faire comme elle m'avait expliqué, tu prends du papier et tu dessines vraiment comme des visions. Donc, je voulais faire un bison, hein, mes origines slaves. Donc, j'ai beaucoup dessiné et puis l'histoire est venue. Une fois que j'ai trouvé du temps pour faire une maquette, j'ai regardé les éditeurs qui me plaisaient, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui me plaisent, mais je me retrouvais pas dedans non plus. J'ai envoyé une première partie et puis je crois un mois après j'ai envoyé à la deuxième partie. Mes mots faisaient partie voilà, de la liste parce que c'est quand même éprouvant de toujours montrer quelque chose et puis il est surtout marqué qu'après 3-4 mois s'il n'y en a pas de réponse, voilà. Donc mes mots, j'ai ouvert mes spams et le mail de réponse de mes mots était dans mes spams, comme quoi il faut aller voir, c'est courrier indésirable. Et était marqué, on est intéressé, est-ce que vous pouvez nous rappeler? Donc j'ai rappelé tout de suite. D'abord, j'ai un peu sautillé sur place, puis j'ai rappelé. J'ai eu Christine Moreau et on a bien discuté. Et puis je pense, Christine m'a dit, peut-être le plus beau compliment que j'ai gardé, c'est vous n'êtes pas à la mode et on n'adore pas ça. Et moi, ça me convenait parce que je me suis toujours sentie décalée dans plein de choses. Et donc quand elle m'a dit ça, je me sentais à la maison, on peut dire. Et puis, après, j'ai rencontré toute l'équipe. Après, on a beaucoup parlé. Comme j'ai 2 parents artistes, moi, tout ce qui concerne le livre, la qualité du papier, la typographie, tout ça, ça m'a touchée. Et comment je peux accompagner jusqu'au bout mon livre et puis nos discussions sur l'élaboration d'un livre aussi, rien que le format, choisir tout ça et comment on peut l'accompagner encore après quand il est sorti. Donc tout ça me convenait très très bien, d'où je continue encore chez Mémo, même si j'ai envie d'envoler un petit peu ailleurs, ici et là, c'est toujours, je dis souvent c'est ma maison d'édition. Voilà. Alors pour raconter l'autre face de cette histoire, donc en effet, Christine a reçu ce mail de Gaïa et donc tout de suite, ça a été venez vite voir, j'ai un projet incroyable et évidemment, il y avait une évidence dans ce projet. Donc, elle a contacté Gaïa très rapidement. On s'est très vite tous bien entendu, en effet. Et le côté maison est important chez Memo. On n'est pas énormément. Ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que Christine et Yves sont à la tête de la maison qu'ils ont fondée, qui continuent d'être très impliqués. Donc, c'est vraiment l'idée d'une maison, en effet. D'une maison et d'un atelier. Et quand on a parlé de ce premier livre qui est à la fois magnifique, mais peut-être pas le plus facile pour un tout premier livre, on en a parlé notamment à Harmonia Mundi, notre diffuseur-distributeur. Ils étaient unanimes en disant c'est magnifique. En revanche, est-ce que vous voulez pas commencer par un autre, puisque c'est une auteure qui n'est pas connue. C'est quand même un livre en noir et blanc qui parle de la mort. Alors pas que, mais qui peut avoir cette lecture-là. Peut-être on va pas commencer par celui-ci parce que commercialement c'est compliqué. Et finalement, en fait, il n'a jamais été question de faire un autre livre que celui-ci en tout premier. Un an après, il y a d'autres gens qui sont venus voir en disant, en fait, maintenant qu'on le trouve vraiment bien, est-ce qu'on peut faire un livre ensemble? Alors, Gaïa n'a pas toujours dit oui. Et surtout, les représentants ont eu des retours des libraires qui ont dit que, en fait, ouais, désormais, les livres en noir et blanc, on pouvait évidemment très facilement les vendre et que c'était pas du tout difficile. Donc, il a fallu un petit peu de persuasion au début pour dire si, faites-nous confiance, ce livre est vraiment incroyable. Et très rapidement, les libraires en lisant ont été convaincus, les lecteurs ont été convaincus. On a dû le réimprimer assez rapidement. Donc, après, comme quoi, un projet qui arrive par mail peut tout de suite fonctionner et être une rencontre entre un éditeur et un illustrateur, un auteur. Je crois que c'était 2 pièces qui se sont imbriquées. Et moi, ce qui m'étonne avec le voyage qu'a fait ce livre, Mon Bison, c'est que je l'ai quand même envoyé à 19 maisons d'édition. Il y en a 2 qui ont dit oui, 2 qui ont dit non. Le reste, pas de réponse, sauf après qu'il est sorti. Voilà, moi j'avais la liste des maisons d'édition et ils sont venus me demander pour faire des choses ensemble. Et c'est incroyable pour moi de me dire qu'un livre que j'ai vraiment tellement eu du mal à croire moi-même qu'il était là, m'a emmené si loin aussi, puisqu'il a été traduit, en hindi, et que j'ai pu aller dans les écoles en Inde le présenter. Et ça m'a vraiment
incroyablement surpris. Et un livre, voilà, qui était entre guillemets mal aimé parfois au début parce qu'il était en noir et blanc. Et je sais, j'ai discuté avec des représentants qui m'ont dit que ça avait été difficile de le faire accueillir par les libraires, même s'il était beau et tout ça. Mais c'est de se dire que il y a un lâcher prise à avoir aussi. On conçoit un livre tout seul chez soi et on le fait voyager, voilà, et on n'a pas vraiment d'attache là-dessus. Ce qui se passe, c'est que par exemple avec Shnurka, les premiers Shnurka, ça a assez vite pris, mais maintenant, troisième et quatrième, ça a beaucoup pris parce que les gens, c'est une série, ils aiment bien. Et souvent, quand je vais dans les médiathèques, bibliothèques, les médiathécaires, elles sont vraiment à fond dans Shnurka. Elle me fait du petit thé, voilà, elle retrouve sans doute un esprit très cocoon qu'elles ont envie de garder. Et les premiers livres, je m'étais dit oui, je vais en faire 4. Et au fond, ça prend bien. Donc j'ai envie de faire vivre encore plus ce personnage de plus en plus. Donc petit à petit, je vais leur trouver d'autres aventures. Donc pour Shnurka, comment est venue à toi cette petite fille? Alors, quand j'ai fait mon bison, il fallait un temps d'attente parce qu'il ne pouvait pas sortir en été. C'est un livre d'hiver. Donc Christine m'a dit, est-ce que tu as une autre histoire? Moi, j'ai dit non, parce que j'en avais pas. Moi, c'était un one-shot, le bison, et puis voilà. Et puis elle m'a dit, mais j'ai vu un petit dessin à toi. Je lui avais montré des dessins. Et elle me dit, tu as une histoire? J'ai dit peut-être. Je me suis dit, si elle y croit, c'est quand même qu'il y a quelque chose à raconter. Et j'ai commencé à imaginer une petite fille selon certaines inspirations aussi, comme par exemple les livres de Tove Jansson, donc les Moumines, la vallée des Moumines, comment les personnages pouvaient vivre ensemble dans un endroit. Et donc j'ai commencé à me dire qu'est-ce qui m'a plu comme littérature enfant ou maintenant encore, qu'est-ce que j'aime bien. Donc j'ai un peu recherché pour une structure. Et puis je me suis dit, une petite fille. Alors à la base, la chose que je voulais, c'était que ça soit une vieille dame. Voilà. Dans mes premiers croquis, donc j'en fais pas plein, j'ai un petit carnet. Dans mes premiers croquis, Shnurka devait être une vieille dame. Parce que justement, sans doute, j'avais cette inspiration de mon livre d'enfant avec cette vieille dame qui vivait dans une maison avec les animaux, je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas expliquer d'où ça vient. Et puis Christine m'a dit tout de suite, malheureusement, il faut que l'enfant puisse s'identifier. Donc c'est devenu une petite fille. Alors Shnurka, ça veut dire ficelle en polonais. C'est le nom du chien de ma maman. Mais j'aimais bien la sonorité. Et donc je me suis dit, moi j'ai pas vécu en Pologne, mais j'ai tout ce côté slave en moi, toutes ces références quand même. Donc la forêt, c'était important pour moi. Quel genre de forêt? Cette espèce de maison perdue dans la nature. J'avais des références à des films aussi, comme le Docteur Zhivago, où il revient dans sa maison qui est complètement gelée. Donc j'avais vraiment toutes ces visions. C'est vraiment ça d'ailleurs. Ouais. Donc pour moi, c'est comme toutes des pièces de puzzle où je me suis dit, mais au fond, j'ai carte blanche pour faire ce que je veux. Et Christine, elle croit en tout ça. Donc j'ai aussi suivi des cours d'écriture près de chez moi. Il y a la Maison des écritures de Lombès et j'ai suivi des cours d'écriture là-bas pendant 1 an. Et ça m'a permis de mieux comprendre comment structurer les personnages, puisque l'écriture vient difficilement. Et puis avec mes mots, j'écris toujours beaucoup et on enlève beaucoup de choses. Et puis on a des allers-retours sur les textes, parce que parfois on me propose des mots qui sont pas mes mots à moi. Donc comment exprimer? Donc c'est un travail très intéressant pour moi, parce que il y a quand même, je commence de plus en plus à me rendre compte, autant de travailler avec l'éditeur, autant de travailler avec un autre auteur parfois, c'est que la contrainte peut aider dans la création. Je pensais qu'avant, non, tout seul, je veux pas être embêtée. Et au fond, je me rends compte que ça va chercher des choses ailleurs. Donc cette contrainte du texte, parce qu'il y a beaucoup de textes et j'ai envie de beaucoup raconter, je me rends compte que depuis le deuxième Shnurka ici, vu qu'on en a parlé et que c'était intéressant d'abord d'avoir le texte pour avoir les espaces d'illustration, ça m'aide énormément à concevoir autrement le livre. Je m'épuise moins, on va dire. Oui, parce qu'en fait, tu faisais aussi beaucoup d'images et il y en a certaines qu'on ne pouvait pas utiliser puisque l'histoire ayant évolué, elles n'avaient plus lieu d'être ou d'un coup, on avait trop d'images pour un seul moment. Voilà. Et c'était aussi frustrant, nous, de ne pas pouvoir montrer toutes ces images.
Et on se retrouvait des fois aussi à la fin à avoir là d'un coup une image un peu manquante qu'il fallait que tu fasses très rapidement. Oui, Donc c'était sûrement moins confortable aussi pour oui, toi. oui. Oui, c'est comme faire C'était plus de travail finalement, ouais. un pull en laine et il manque des mailles. Exactement. Donc là, j'avais le patron un peu. Même si c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Memo, c'est dans le travail, c'est que je n'ai pas à faire tout un chemin de fer, ce qui est Mm. compliqué pour moi parce que j'ai peur de m'embêter avant de commencer. Donc il y a quand même cette liberté de jeu que je peux un petit peu proposer autre chose, peut-être une autre fin, un autre Mm. dessin, quelque chose d'autre. Mais Oui, c'est pas voilà. figé. On met un cadre quand même pour Voilà. avancer plus facilement, mais ça bouge. C'est pas figé. Et quand il y a eu Schnourka, ben, je savais en tout cas que j'en voulais 4 pour les 4 saisons. Ça, c'était clair. Mm. Il y avait Le vent dans les saules de Kenneth Graham qui m'avait fort marqué selon les différentes versions, hein, autant le ballet que. Enfin, il y a plein de choses différentes. Et je m'étais dit, ben voilà, je veux qu'ils évoluent dans la nature. Donc, comparé à mon premier livre qui est en noir et blanc, là, c'est clair qu'il fallait de la couleur. Souvent, les enfants, ils me demandent pourquoi pour Schnourka tu as mis de la couleur. Je dis, ben parce que la première chose, c'est que je parlais des saisons et il fallait de la couleur. Et après, effectivement, dans tout ce qui est, on va dire, inspiration slave, il y a tous ces motifs, ces costumes, ces petites choses. Et pour moi, il fallait mettre de la couleur. Donc, c'est en créant Schnourka que je me suis rendu compte de comment j'abordais un livre d'illustration, c'est-à-dire que je l'aborde comme quand j'étais petite et que je jouais au Playmobil. Je faisais le décor pendant des heures et puis je mets les personnages. Et ben étonnamment, les personnages sont pas, on va dire, ma priorité dans un livre. C'est l'ambiance, le décor, les lieux, quelle saison je veux donner, quelle architecture, comment je voudrais donner ça au lecteur. Et puis après, je place les personnages. Voilà. En parlant de décor, le bruit court que tu aurais une vraie maison de Schnourka. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, comme je me suis rendu compte que ben, l'ambiance et tout ça était très important, je pense qu'à partir du deuxième Schnourka, je me suis dit, mais la maison est un personnage au fond. La maison, elle vit. Schnourka qui est très casanière, qui déjà veut pas partir, sa maison, ben, c'est pas seulement son refuge, c'est vraiment un esprit de la maison. J'ai demandé à un ami menuisier à moi s'il pouvait me faire la maison de Schnourka. Parce que j'avais vu que pour les Moumines, Top Johnson, elle avait une grande maquette. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux ma maquette. et donc, il m'a fait, selon mes plans, hein, une maison de Schnourka. On enlève le toit, on enlève les étages. Et voilà, je suis en train de la décorer. Voilà. Alors, dans Schnourka, il y a toute une galerie de personnages qui gravitent autour d'elle. Comment tu as créé ces personnages? Est-ce qu'ils s'inspirent de personnes que tu connais? Est-ce qu'ils ont évolué au fil des livres aussi? Ils ont un peu pris leur indépendance par rapport à tes premières idées? Alors oui, je me souviens que quand j'ai montré le premier Schnourka à mes amis, ils m'ont dit, ah ben c'est tout à fait toi. Toi avec les amis autour du feu. Et c'est vrai que j'aime bien faire à manger, j'aime bien recevoir. Donc Schnourka, c'est moi. Donc je pense qu'effectivement, je me suis demandé à qui je voulais avoir autour de moi. Donc les prénoms et tout ça, c'est en rapport avec des gens que je connais. Et après, les inspirations de, par exemple, Tomek, qui est le bison, qui est plus grand que tout le monde, qui est très sage. Ben, pour moi, quand je l'ai dessiné, j'ai pensé tout de suite à un ami de la famille qui s'appelait Tomek et qui m'a appris à jouer aux échecs, par exemple, qui était très patient, qui, en tant qu'adulte, très bienveillant. Et donc, bien sûr, il y a des inspirations comme ça de gens que je connais ou de gens que j'ai envie de placer ou oui, de faire exister, on va dire, même des gens rencontrés mais qui sont plus là. De les faire renaître autrement. Donc chaque livre, que ce soit Schnourka ou un des autres livres, a quelque chose à voir avec ma vie, mes inspirations, mes rencontres. Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure de comment tu construisais les histoires en mêlant les images, la narration, un peu le chemin de fer. Comment est-ce qu'au quotidien, en fait, on travaille tous ensemble avec toi? Est-ce que, par exemple, tu as déjà une idée de ce dont tu as envie dans le format, la maquette, la mise en page? Comment tout ça vient? Alors, au début, j'étais très en retrait parce que je ne connaissais pas ce que c'était vraiment la fabrication d'un livre. Au fur et à mesure, comme on m'a introduit de plus en plus dans tout son cheminement,
assez vite, je fais confiance aussi au regard de Yves Mestralet pour ce qui est la discussion sur le format. Donc, le format, le nombre de pages et tout ça, la typographie aussi. Par exemple, pour Ours à New York, la couverture, on l'a fait à deux. Et c'était vraiment quelque chose qui reste bien précis dans ma tête parce que c'était très magique. Moi, je ne travaillais pas avec l'ordinateur et lui travaillait avec l'ordinateur. On était assis l'un à côté de l'autre et je voulais pas au début que ça soit écrit Ours à New York parce que c'était un code pour moi. Il y avait un autre titre peut-être, mais une fois qu'on a mis l'autre titre, ça donnait beaucoup moins bien. Donc tout ça est très précieux pour moi parce que c'était à faire à deux au moment même. Donc ils me l'ont donné à jouer avec ça et ça c'était important. Pour ce qui est du nombre de pages, souvent je table plus ou moins sur ce que j'imagine, puisque comme je ne fais pas de chemin de fer, eh bien voilà, je me dis que plus ou moins, je rajouterai peut-être une illue. C'est ce qui s'est passé pour le livre Papa écoute-moi. C'est qu'à un moment, j'ai dit à Yves, mais j'aimerais bien qu'on rajoute des pages. Il m'a dit non, financièrement, on ne peut pas rajouter des pages. Donc, on a employé les pages de garde pour faire la dernière élue. Et donc, là, je me suis rendu compte un peu du petit jeu que je jouais en me disant non, non, mais ça ira. Non, c'est bien de construire quand même avant, malgré tout. Voilà. Un petit peu. Un petit peu. Pas trop. Non, parce que, par exemple, pour Ours à New York, c'était une discussion avec Yves Mestralet où j'ai montré 3 ou 4 dessins. Et il m'a dit, OK, on signe le contrat. Alors moi, j'ai rigolé. J'ai dit, mais tu connais pas l'histoire. Et il m'a dit, mais toi non plus. J'ai dit, oui, ça c'est vrai. Donc, je savais que c'est comme s'il y avait une bienveillance, que vous me faites confiance sur le livre. Et en même temps, vous m'épaulez parce que vous savez un peu comment je fonctionne. Vous savez que parfois c'est très fouillis. Et en même temps, il y a ce cadre que vous me donnez, quoi. Garde-fou. Voilà, je suis la reine de la procrastination aussi. Ça va. Et quand on me donne des fausses dates, c'est très bien. Oui. parce que je sais que j'aurai un peu de temps, mais je ne sais pas combien de temps. Mais voilà, il y a ce lieu de confiance où on peut travailler ensemble. Et vous m'embêtez pas. Vous savez que j'ai besoin d'un temps, un silence pour créer. Et après, je viendrai vers vous montrer. Et c'est intéressant parce que je découvre d'autres choses aussi. Donc voilà, dans le travail du livre, la première question, c'était, je me souviens plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais dans le travail du livre, voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir effectivement en quelle technique je veux faire. Parce que depuis longtemps, je voudrais refaire un livre au fusain, mais j'avais pas d'histoire. Et là, il y en a une qui se prépare tout doucement. J'ai l'impression de broder, faire une broderie avec vous. Voilà, on va broder parce que moi j'aime bien prendre le temps et ça, pour moi, un livre, ça doit prendre le temps. Le temps de comprendre, le temps de, voilà. Ici, je travaille avec un autre auteur qui n'a pas l'habitude de travailler comme ça et à force d'être avec moi, il m'a dit, mais au fond, j'aime beaucoup prendre ce temps. C'est hyper précieux et je dis oui, parce que tu découvres d'autres choses et moi j'y crois et mes mots me permettent justement, c'est pas d'être rentable, il faut faire un livre vite, vite, parce que Schnourka, l'été de Schnourka, il avait été un peu décalé parce que j'étais pas prête, j'arrivais pas à faire quelque chose. Alors vous m'avez dit, bon, le mois d'août, ça reste encore l'été, on peut le sortir, voilà, un peu plus tard. Donc voilà, il n'y a pas, il y a pas de stress, il y a une exigence que j'aime et c'est ça que j'aime bien. C'est que je me sens pris en main, il y a une exigence, il y a des demandes, que ça soit de Christine, de Yves, de toi Caroline, par rapport au livre. Et puis vous avez chacun votre vision. Donc on a l'impression d'avoir un prisme, voilà, et que je peux regarder de tous les côtés et que je me dis, voilà, tout ça qu'ils m'ont dit, ça c'est intéressant, je peux aller un peu plus loin là-dedans. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on essaie de ne pas travailler en plein stress. Des fois, on le cache juste aux auteurs, il faut l'avouer. On n'emmène pas large. Mais l'idée, c'est en effet de laisser le temps au livre de se faire. Alors, dans le cas, par exemple, de l'été de Schnourka, c'est sûr qu'on ne peut pas le sortir en décembre. Il y a aussi des contraintes après d'ordre plus commercial et pratique. Mais à choisir, on préfère décaler le livre d'un an s'il faut, s'il y a besoin, puisque l'idée n'étant pas de sortir un album qui ne satisfasse pas l'auteur et qui ne nous plaise pas non plus.
Chez Memo, on fait entre 20 et 25 livres par an. Donc, on a envie en fait d'être fiers de chacun. On ne fait pas une grosse quantité d'ouvrages, même si c'est déjà bien. On les accompagne aussi dans le temps. Ce que Gaïa disait tout à l'heure sur la typographie, par exemple, c'est vrai que Yves, avec chaque auteur, prend le temps de trouver en fait la police de caractère qui va accompagner son travail, tant dans le texte que dans les images. Donc l'idée, c'est que la police soit illustrative et pas décoratrice. Ça implique aussi du coup une petite réflexion en amont. Quand toi, tu as fait des livres avec d'autres auteurs, donc que ce soit Alex Cousseau ou Karl Norak, c'est une autre version de la typo, puisqu'en fait, d'un coup, l'univers n'est plus exactement le même. Donc il y a quand même une parenté avec ton caractère à toi, alors qui n'est pas un caractère dessiné pour Gaïa, qui est quand même un caractère déjà existant. Mais il y a une parenté dans ce caractère, mais il est différent. Et autant évidemment dans la série Chnourka, on a le même format pour les 4 livres, mais c'est pas le cas pour tes autres ouvrages. Et il y a quand même un air de famille. Alors déjà parce que évidemment c'est le dessin de Gaïa, mais aussi parce que c'est cette même police de caractère, et aussi parce que c'est Yves qui fait la mise en page, les couvertures. Et donc évidemment, il y a une sensibilité. Et le fait que vous ayez ces discussions en amont, que pour Ours à New York, vous ayez travaillé ensemble sur la couverture, ça amène à la fin quelque chose, un univers en tout cas qui est complet. Pour Chnourka aussi, par exemple, dans les petits détails, on passe un peu de temps en photogravure. Donc, c'est-à-dire que Gaïa, en effet, fait tout à la main. Donc, on reçoit des grandes pochettes avec ses originaux. Donc, ça, c'est toujours la partie très, très agréable du travail d'éditeur, recevoir les originaux des auteurs, redécouvrir tout ça. Mais il y a quelqu'un au bureau qui est à la fois heureux et malheureux à chaque réception. C'est notre photograveur, Olivier, dont lui, vraiment, son métier, c'est l'image et c'est comment on va pouvoir à l'impression, obtenir quelque chose le plus proche possible des originaux. Et bien souvent, ça n'est pas possible. C'est pour ça que c'est un peu un crève-cœur de temps en temps pour lui. Donc, quand on reçoit les originaux de Gaïa, il y en a plein. C'est foisonnant, c'est super grave. Donc, nous, on est tous là, waouh, magnifique. Et Olivier est plus à dire, on ne pourra pas avoir ce orange en quadrichromie. Donc, par exemple, le orange de Nicolai, sur tous les originaux de Gaïa, n'est pas du tout celui qu'on a dans le livre. Mais maintenant, on le sait. Et en fait, le fait de travailler longtemps avec les auteurs, ça permet aussi d'avoir cette connaissance-là. Gaïa sait que le orange qu'elle utilise n'est pas atteignable en quadri, mais c'est OK. Et tu sais aussi, de toute façon, que l'impression est toujours une trahison des originaux, puisqu'en fait, on ne peut pas avoir exactement la même chose. On n'a pas travaillé sur le même papier, on a travaillé, enfin, l'impression n'est pas la technique que toi, tu utilises. Donc, c'est forcément très différent. Mais le travail au long cours permet d'avoir confiance, de savoir ce qui va être possible, ce qui est acceptable aussi ou pas pour toi. Après, c'est quand même très très proche parce que souvent en rencontre, je montre les originaux. Oui. Et effectivement, on le voit bien dans certaines couleurs qu'il y a ce travail-là. Mais rien que le fait de s'être posé la question, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Parce que dans tout ce qui est noir aussi, dans mes noirs, puisqu'il y a Ours à New York et Mon Bison, il y a ce noir squelettique, comme m'a expliqué Olivier un jour, qui donne une densité. Et souvent, les gens me disent, mais c'est incroyable ce noir. Et c'est vrai que moi, j'ai une amie qui édite aussi des livres jeunesse et il y a parfois ces croquis dedans qui sont magnifiques et juste, c'est du gris, quoi, malheureusement. Donc, moi, il y a tout ce travail-là de rendre au plus proche qui, voilà, ça sera jamais comme. Mais je me souviens quand j'ai reçu Mon Bison, le papa de mes enfants m'a dit, on dirait tes originaux dedans. Alors, pour qu'ils le disent, franchement, il faut beaucoup. C'est un beau compliment. Oui, parce que le papier aussi, voilà. Alors, ce qui est très drôle, c'est que souvent, quand les gens ils m'achètent les livres et que je dois dédicacer, pendant un petit temps, ils commencent à caresser le livre. Il y a une espèce de matière, ils aiment bien. Voilà, c'est vrai qu'on utilise toujours le même papier pour les livres depuis très longtemps. Donc, nous, ce qui est bien, c'est qu'on le connaît très bien. Ça participe aussi de l'identité de Memo. Olivier et Yves, en fait, sont habitués à travailler, donc ils savent aussi comment ce papier va réagir, va boire les encres. C'est un papier bouffant, donc il n'est pas couché. Il y a cette sensorialité qui est importante dans le papier, et d'autant plus pour les enfants, puisque c'est vrai que ça participe complètement de la lecture, le plaisir de l'objet. Donc, tout ce temps qui est pris par toi en amont pour construire ton livre, en fait, on souhaite aussi le respecter, nous, en prenant du temps pour trouver la meilleure technique d'impression, que les images soient au mieux préparées. Donc, Olivier, en effet, passe du temps sur toutes ces questions d'images, de couleurs, mais pour à la fin, en effet, avoir quelque chose au plus proche. C'est jamais la même chose, mais en tout cas, quand les auteurs reçoivent le livre et sont contents et fiers, c'est quand même une grande récompense pour nous.
Et puis bon, c'est un respect du travail de l'auteur pas négligeable. Donc par exemple, pour la technique, la plupart de tes livres sont imprimés en quadrichromie puisque tu utilises une gamme de couleurs importante. Donc petit rappel technique. La quadrichromie, c'est imprimé en 4 couleurs, cyan, magenta, jaune et noir. Et c'est des petits points qui sont superposés les uns à côté des autres pour faire une gamme étendue de couleurs. L'autre technique, c'est celle du ton direct, où là, c'est des encres pures qu'on peut après mélanger. Mais par exemple, vous pouvez choisir d'avoir à la place du jaune un jaune très citron et un bleu qui va être beaucoup plus chaud, qui va tirer sur un violet. Et ça va forcément changer toutes les couleurs qui seront composées avec ces teintes-là. Voilà. Donc c'est la point technique, mais il est court. Pour le livre que tu as fait avec Karl Norak, Ma plus belle ombre, ce livre est tout bleu. Donc, quand on a reçu tes originaux, il y avait différents bleus quand même. Et la question s'est posée en fait, elle s'est posée très peu de temps, il faut l'avouer. Est-ce que ça va être de la quadrille ou du ton direct? Et vous aviez aussi envie avec Karl de cyanotype. Donc, très rapidement, il a été question. Et on a choisi de faire du ton direct, donc de choisir le bleu qui permettrait d'imprimer tout le livre. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette volonté, à la fois dans Mon Bison, d'utiliser principalement du noir au fusain avec quelques réaux, dans Ma plus belle ombre, peut-être sur du bleu. Et alors, Schnourka t'en a parlé, le pourquoi de la couleur, mais pourquoi de temps en temps tu t'éloignes de la couleur et tu fais des choix plus restrictifs? Oui. Alors, mais comme j'ai 2 parents artistes, un père lithographe et graveur, que apparemment on retrouve ce côté-là, par exemple dans Ours à New York, dans le tracé, dans plein de choses, et une maman qui est dessinatrice, illustratrice et qui emploie l'aquarelle. Moi, j'ai vraiment on va dire, ce panel de gestuelle. Donc, on avait les presses gravures à la maison, la presse lithographique. Chacun avait leur atelier, donc je passais du temps juste à les regarder. Je me souviens, le pinceau qui danse sur la feuille, souvent. Donc, il y avait ce côté de me dire, un peu, on peut tout faire, tout est possible, ok. Et quand j'ai fait mes études d'art, j'aimais bien utiliser un peu tout. On avait des exercices à l'encre, des exercices parfois en couleur. Et quand j'ai fait mon bison, je l'ai fait au fusain parce que c'est une technique que j'aime beaucoup. Mais très vite, j'ai dit, on va peut-être mettre un peu de couleur parce que c'est quand même pour les enfants. Donc j'ai rajouté deux petites tonalités. Il y a toujours ce bleu qui m'accompagne. J'ai même rencontré une jeune fille qui a fait tout un travail de fin d'études sur ce bleu. J'étais très embêtée parce que je ne savais pas quoi lui dire, à part que c'était sur ma palette et que je l'aimais bien. Oui. C'est une affinité, on ne peut pas tout décortiquer non plus, pourquoi j'ai fait ce tracé-là. Quand j'ai rencontré Karl Norak, on voulait faire un livre à 2, j'avais déjà des dessins que en bleu. Parce qu'il y a les cyanotypes que j'aime beaucoup, et il y a Klein, le bleu Klein, qui m'avait fort marqué. Et puis j'aimais bien cette tonalité de monochrome, mais qu'on peut vraiment dériver sur plein de choses. Et donc j'ai commencé à travailler ces 3-4 illus et à lui proposer. Et après, effectivement, quand on a parlé d'un éditeur, je lui ai dit, en tout cas, moi, chez Memo, je sais qu'ils vont faire attention à la couleur. Et effectivement, on a fait attention à la couleur. Donc il est ravi et moi aussi. Il y a ce côté aussi dans les discussions avec Yves Mestralet, c'est comment dire, on discute beaucoup du livre et on discute de tout ce qui est autour. C'est notre petit jardin discret entre nous, de toutes les influences ou tout ce que ça peut faire penser, tout ce que ça éveille et réveille. Et dans Ma plus belle ombre, il y avait une discussion aussi sur le blanc. Le blanc de la page, qui n'est pas un blanc rajouté, c'est le blanc de la page, comment il fonctionne. Il l'avait déjà dans Mon Bison, mais on n'avait pas pu en parler vraiment. Et ici, à force de discussion, sur ce blanc. Et donc, j'ai commencé à comprendre comment le blanc fonctionne. Et ça me questionne. Maintenant, je me rends compte quand j'apporte le livre, je le vois, et la feuille blanche, j'en prends soin aussi. Oui, blanc. Tu joues plus maintenant avec le blanc, t'en as conscience. Pas saturé. Je laisse beaucoup de blanc dans mes personnages aussi, pas que dans les paysages. Donc voilà. Et donc dans tout ce travail technique, entre ce que moi, c'est mon choix, qui sort comme ça, parfois vraiment voulu ou parfois à peine réfléchi, et ce que Memo peut faire pour m'accompagner, c'est précieux. Après, je travaille avec d'autres maisons d'édition et c'était une demande aussi d'avoir un bon papier,
d'avoir des belles couleurs, d'être au plus proche. Donc j'étais contente qu'ils respectent ça aussi parce que je leur avais dit tout le travail que je faisais avec mes mots et que pour moi c'était très important. Donc on regarde aussi beaucoup ça, voilà. Oui, de toute façon, ça participe complètement au plaisir des enfants quand le livre est agréable en main, bien imprimé, que les couleurs sont intenses ou estompées, mais volontairement, quoi. Oui. Donc ça participe, c'est important pour tous les éditeurs. Donc tu nous as dit tout à l'heure que Shnurka, tu l'avais pensé vraiment en 4 tomes, 4 saisons. Donc bon, bah là, avec le Noël de Shnurka, on conclut cette année. Que va-t-il advenir de Shnurka? Tu as dit tout à l'heure que tu n'avais quand même pas très envie de la quitter, qu'on t'en parlait beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la suite? Oui, donc on m'en parle beaucoup, mais je me rends compte à quel point les gens se sont attachés à Shnurka, autant les bibliothécaires, donc les adultes que les enfants. Nous aussi. Voilà, et les libraires aussi m'en parlent. Déjà pour le 3e Shnurka, donc le voyage de Shnurka, j'avais le début, j'avais fait une carte au trésor. Je m'étais bien amusée, hein, je l'avais trempée dans du café, un peu brûlée sur les côtés. Et j'avais une rencontre avec des enfants dans une école et on a travaillé pendant une journée comme ça. Ils ont fait des petites maisons en land art dans un jardin. Je leur ai raconté le début de l'histoire et je dis, ben maintenant ils sont dans une tempête de neige, qu'est-ce qu'on fait? Et donc ils m'ont fait des petits refuges et tout ça. J'ai trouvé ça super. Donc je leur avais dédicacé justement le livre parce qu'ils m'ont débloqué. Et au fur et à mesure que je présente Shnurka dans les écoles et tout ça, il y a beaucoup de choses, beaucoup de retours, je note. Et puis, bah, à force de moi y croire, les gens ils y croient. Donc, c'est très touchant. J'aimerais bien mon parc d'attractions Shnurka un jour, Oui. à la Disney. Ça me semble ambitieux, mais pourquoi pas, après tout. Je vois grand. Non, non, mais déjà, il y a ce côté de pouvoir avoir on va dire, cette carte blanche de lui faire ce que je veux, quoi. On en discute beaucoup parce que maintenant vous la connaissez aussi. Et après, quand on discute, je dis ah non, non, ça il ferait pas. Non, non, voilà, ça c'est pas possible parce que je le vois encore autrement. Mais c'est intéressant aussi pour moi de pouvoir faire intervenir d'autres personnages au fur et à mesure, de comprendre la structure du récit. Et donc ici, ben, comme on a inventé notre petit verbe, on va schnurker. Donc Shnurka, ben, j'ai envie vraiment de faire un autre, peut-être un autre, comment on peut dire, pas reprendre de nouveau, on va pas repartir pour une saison. Non, mais faire des prolongements. Voilà, on a parlé de recueil, on a là peut-être un livre de recettes, les gens ils m'en parlent tout le temps, qu'elles mangent, peut-être qu'il y aurait de la Charlotte-K ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant, parce que moi j'aimais bien les livres de recettes quand j'étais petite. N'allume pas le four toute seule, trouve un adulte, des recettes que tu peux faire toute seule aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à lui faire vivre. Après, je veux pas être trop dans les choses rapides, mais je me rends compte que comme c'est une série, il faut pas non plus attendre trop longtemps. C'est bien de quand même régulièrement sortir quelque chose, au moins un tous les 2 ans au moins. Parce que, et pour moi, pour m'entraîner, pour mieux la connaître, pour la rencontrer, tout ça. Voilà, donc oui, elle va avoir des choses encore à vivre, à dire. Et pas que Shnurka, finalement, tous les personnages. C'est ça Tous aussi. les personnages. Alors, un de mes fils m'a demandé pourquoi elle grandissait pas. Alors, il m'a dit oui, parce que dans Harry Potter, il grandit chaque année. Je dis non, ouais, Shnurka, elle reste dans sa Alors que Mirko, lui, grandit un peu. Oui, il mûrit un peu. Mais voilà. Mais c'est pas les mêmes. Enfin, Shnurka est une petite fille, Mirko est un petit chat, donc. Après, moi, j'ai découvert aussi ce que c'était une série, tu vois, parce que je me souviens qu'à un moment, Christine m'a dit non mais Gaïa, là, on dirait une adolescente, il faut revenir dans tes premiers. Donc, effectivement, j'ai été voir les premiers Shnurka en me disant ah non, elle était plus comme ça. Donc, c'est compliqué parce que toi, tu évolues dans le dessin et comment rester dans ce que tu as proposé avant sans trahir aussi ton évolution à toi. Je me rends compte, par contre, dans les décors, il y a des choses plus faciles pour moi qu'avant, et puis dans les détails que j'aime bien. Mais ouais, c'est intéressant ce côté de pouvoir lui faire vivre des aventures comme je veux aussi. On va voir. Peut-être qu'elle va partir quelque part.
Je ne sais pas encore. Voilà, Ça va venir. Ça va prendre son temps et Voilà. on verra ce qui ressort de tout ça. Voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai appelé Schnourka. J'ai dit non, non, moi, c'est Gaïa, mais je suis pas Schnourka. Une petite fille m'a dit Schnourka. Et j'ai dit oula, non. C'était trop mignon. Ouais. Dans les prolongements de Schnourka, il y a par exemple cette exposition. Ça fait aussi partie de ce qui nous a fait nous prendre conscience de tout cet univers, puisque et à quel point il était aimé. Puisque là, à Vertou, bon, bah, il y a aussi une scénographie qui n'est pas la même que celle qu'il y a pu avoir à Nantes. Et on voit à chaque fois que les bibliothécaires, les médiathécaires s'en emparent vraiment. Chacun amène, que ce soit son petit tricot, son plaid, son fauteuil. Enfin, en fait, tout le monde a envie de participer à construire cet univers, ce qui est très plaisant en fait, pour nous à chaque fois à redécouvrir, de voir qu'en effet, les gens sont autant attachés aux personnages. Donc, en fait, ça nous conforte aussi dans l'idée que peut-être tout cet univers n'est pas encore clos. On va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci. C'était un chouette moment. Merci beaucoup, Gaïa, de, comme à chaque fois, nous partager avec autant de générosité ton univers et ton travail, ta création. C'est toujours très intéressant, y compris pour nous qui pourtant travaillons régulièrement avec elle. Donc, je me doute que pour vous, c'est super. Merci pour cet échange. Voilà. Et puis, si jamais vous avez des questions pour Gaïa ou que vous avez envie de la rencontrer, d'en savoir plus, que vous voulez savoir pourquoi Schnourka porte une robe rouge parfois, vous pouvez nous envoyer un mail et on vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.